Bonjour à tous, merci d'être là. Pour rappel, du coup, le groupe Cartographie de la COP a mis en place un rendez-vous mensuel qui s'appelle le débrief du mois. Donc, c'est 30 minutes un vendredi par mois, de 12h30 à 13h, pour découvrir un dispositif de coordination de la région. Pendant ce temps-là, donc, il n'est pas question de parler de situation individuelle, mais vraiment de présenter les dispositifs. Les objectifs de ces rencontres, c'est de se connaître, de se dire qui fait quoi et comment s'interpeller plus facilement. Les dispositifs qui vont se présenter sont sur la cartographie GoGo Carto. Le format, c'est 15 minutes de présentation que nous enregistrons et qu'on mettra sur la plateforme Coopère qui est active, sur laquelle vous pouvez déjà vous inscrire, même aller voir en tant qu'invité libre, et 15 minutes de questions-réponses. La dernière partie n'est pas enregistrée. Donc, on vous demande de couper vos micros et caméras pendant les 15 premières minutes de présentation et de réactiver vos micros et caméras par la suite pour échanger. Du coup, aujourd'hui, on découvre la plateforme de coordination et d'orientation Oscar sur le 44 et on accueille Fabien Le Breton et Anne Poirier. Je vous laisse du coup la parole. Oui, merci. Donc moi, je suis Fabien Le Breton, le cadre du service. Et moi, je suis Anne Poirier, référente de parcours sur la PCO. Donc PCO, plateforme de coordination et d'orientation, dispositif national hein, qui est porté au niveau politique par la DITND pour délégation interministérielle à la stratégie des troubles du neurodéveloppement. Donc on en trouve vraiment sur tout le territoire français, tout le territoire est censé être couvert. Après, il y a un portage local. Donc celle de Nantes, on lui a donné un nom, Oscar, parce qu'en Loire-Atlantique, il y en a deux, une à Saint-Nazaire qui s'appelle PCO Ouest et donc celle de Nantes qui s'appelle Oscar. Mais le nom du dispositif, c'est bien PCO, hein, c'est bien celui qu'il faut retenir avec bon, l'acronyme qui est quand même parlant sur notre activité. Donc, il y a des porteurs différents. Et donc, à Nantes, c'est un coportage entre l'association Adapela. Alors, Adapei, c'est connu sur les différents départements. Dans le département, c'est devenu Adapela l'année dernière pour Adapei de Loire-Atlantique. Et le CHU de Nantes, via son service de psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, qui est également centre expert TDAH sur la région. TDAH, qui est un des troubles du neurodéveloppement. Mais on va voir ça tout de suite. Donc, le public, ça concerne les enfants de moins de 12 ans. Moins de 12 ans, c'est 12 ans moins un jour au moment où nous étudions la situation. Donc, au niveau de l'adressage, dites-vous qu'après 11 ans et demi, c'est difficile, en tout cas pour amorcer, hein, une fois que l'accompagnement est commencé, ça peut dépasser les 12 ans, bien entendu. Mais au moment de l'adressage, c'est vrai que le fait de parler de 12 ans peut être un peu trompeur. Donc, enfants de moins de 12 ans concernés par un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement. Donc, il y a la liste, hein, enfin une liste en tout cas sur la droite avec le niveau de prévalence. Je ne vais pas tous les détailler, mais on retrouve dans ceux qui peuvent être bien identifiés les troubles du spectre de l'autisme, le TDAH, donc pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du développement intellectuel qui est important également et d'autres troubles qu'on va retrouver plus sur les âges scolaires, je pense aux troubles des apprentissages ou de la communication. Donc PCO, c'est bien une plateforme, hein, nous ne sommes pas une structure d'accueil. Je le précise parce que parfois on peut être perçu comme ça, comme un service qui va recevoir les enfants en consultation plusieurs fois. On n'est pas un service diagnostic. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. On coordonne le droit commun, hein, plateforme de coordination et d'orientation. On n'est pas non plus un moyen de suppléer au manque du territoire. Parce que c'est vrai qu'on peut être interpellé parfois. Il y a une notification MDPH, par exemple en CESAD, qui n'est pas encore mise en œuvre parce qu'il y a de longs temps d'attente, hein. La saturation des services et dispositifs, on les connaît, mais on ne peut pas être un dispositif d'attente là-dessus, ou s'il y a une insatisfaction sur un autre suivi, on ne peut pas prendre le relais non plus. On est vraiment dans l'intervention précoce, c'est-à-dire avant qu'il y ait un diagnostic stabilisé, une aide financière ou une notification d'orientation par la MDPH. Et nous, on va donc organiser un parcours de soins qui va être fait de bilan, d'accompagnement de façon temporaire. Ça dure généralement un an. Ça peut être renouvelé jusqu'à un an supplémentaire. Donc en général, c'est 6 mois ou un an de plus, donc 2 ans en tout.
Donc c'est vraiment important d'avoir en tête qu'il y a une fin à cet accompagnement et qu'il ne s'agit pas que les professionnels se désengagent pendant cette durée. Au contraire, notre rôle est bien de coordonner ces soins et de mettre en lien les professionnels de santé entre eux, mais également éventuellement des institutions, le scolaire s'il y en a, etc. On va accompagner les familles et on a aussi un outil qui est la possibilité de financer certains soins qui ne sont habituellement pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc, on parle de la psychomotricité, de l'ergothérapie, de la psychologie, neuropsychologie. On va pouvoir faire des bilans ou des accompagnements qui, pendant la durée du parcours et seulement pendant la durée du parcours, seront pris en charge s'ils sont préconisés. Euh, voilà pour les grandes lignes. Donc les PCO, je vous le disais tout à l'heure, on en trouve dans tous les départements. Je vous ai aussi dit qu'en Loire-Atlantique, là, on les retrouve sur la carte, hein, la PCO de Saint-Nazaire et de Nantes. On est sur une tranche 0-12 ans, puisqu'il y a eu un développement en deux temps, 0-6 ans dans un premier temps, puis 7-12 ans, qu'on va retrouver en Mayenne également. En Vendée, ce sont deux porteurs différents, même s'ils ont bien l'entièreté de la tranche d'âge. En Maine-et-Loire, on est pour l'instant sur des 0-6 ans, mais ils ont le projet de l'étendre jusqu'aux 12 ans avec le même porteur d'ici la fin de l'année. Après, j'ai pas de date exacte, il faudra voir ça avec eux si vous voulez plus d'informations. Et en Sarthe, pour l'instant, ils sont sur les 0,6 ans. Je n'ai pas de date sur une éventuelle extension. Donc l'équipe nantaise, vous voyez, hein, elle est pluridisciplinaire. On retrouve aussi bien médecins, psychologues, assistantes sociales et donc des référents de parcours, hein, dont Anne fait partie, qui sont vraiment les interlocutrices privilégiées des familles et des personnels administratifs. Nous, on peut renseigner tout le monde sur les troubles du neurodéveloppement ou sur notre activité. Mais si vous souhaitez qu'un enfant bénéficie d'un accompagnement PCO, ça passe nécessairement par une consultation d'un médecin. Peu importe quel médecin. Ça peut être le médecin traitant, médecin de PMI, centre hospitalier, peu importe. Mais il doit forcément voir l'enfant en consultation et renseigner un des livrets d'adressage que vous voyez à l'écran. Donc il y en a un pour les moins de 7 ans qui n'est renseigné que par le médecin et un pour les enfants de 7 à 12 ans qui lui a plusieurs volets, alors qu'ils sont peut-être un peu petits pour que vous les voyez, mais il y a un volet toujours médecin hein, qui est incontournable, mais il y a également un volet enseignant et un volet à remplir par la famille elle-même. Donc là, il y a le parcours tel qu'il est conçu, que Anne va vous présenter un peu plus. Moi, je vais juste vous reparler du tout début. Donc, on voit que la première étape, c'est bien la consultation du médecin. Alors, juste pour précision, si c'est un médecin salarié type PMI ou centre hospitalier, pas de souci. Pour les médecins libéraux, il y a une consultation dédiée à 60 euros qui permet de prendre le temps de renseigner le livret. S'il n'y a pas les motifs de réorientation dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce cas-là, on va passer le dossier en commission d'admission pour élaborer ce que va être le parcours. Et Anne va vous le présenter au travers d'une situation concrète. Alors, je vais vous parler de l'exemple de Sarah, donc, qui a été adressée par son médecin traitant à l'âge de 5 ans pour un retard de langage sévère, tant sur le plan expressif que réceptif. Donc, on a reçu son livret. Après, nous, on envoie aux familles un questionnaire avec des précisions sur l'histoire de l'enfant, un petit peu des éléments d'anamnèse et aussi sur le contexte familial. Donc, dans le cas de Sarah, on a appris qu'elle vivait dans un contexte de bilinguisme franco-turc. Et donc après, au vu de tous ces éléments, il y a un passage en commission et on voit sur l'admission et on fait des préconisations de soins. Donc dans le cas de Sarah, il a été préconisé de poursuivre la prise en charge orthophonique qui existait déjà pour soutenir l'expression au quotidien et voir hein, les suspicions de dysphasie qui dominaient le tableau. On a aussi débloqué une aide financière pour de l'ergothérapie par rapport aux difficultés praxiques et pour soutenir l'entrée dans les apprentissages à l'écrit et aussi prévoir les aménagements scolaires. Et on a aussi prévu de financer un bilan neuropsychologique. L'idée, c'est pour avancer dans les hypothèses diagnostiques, de pouvoir écarter une éventuelle déficience intellectuelle et aussi évaluer les fonctions attentionnelles et exécutives. Donc, une fois que les préconisations ont été faites en commission, il y a un rendez-vous d'entrée qui a lieu avec le référent de parcours en visio, où on reprend le rôle de la PCO et les préconisations. Dans le cas de cette famille, comme les parents étaient allophones, on a fait un rendez-vous en présentiel avec un interprète.
Ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu, en nommant les préconisations, la famille a pu nous faire part de ses inquiétudes au terme neuropsychologique. Ils ont eu peur qu'il y ait des problèmes au cerveau pour leur enfant. Donc, on a pu expliquer davantage les préconisations de soins. Donc après, les parents sont en charge de la des contacts avec les professionnels. On leur fournit une liste de professionnels. Ils se mettent en lien avec les professionnels. Dans le cas de cette famille, il y a eu un soutien par rapport aux difficultés de langue. Et puis, à 4 mois, nous, on fait un point avec la famille au téléphone pour savoir qu'est-ce qui a pu être mis en place dans les soins par rapport aux préconisations initiales. Et puis, il est aussi fait à cette période-là un point avec l'école pour avoir un retour sur la scolarité de l'enfant. S'il y a des difficultés dans les apprentissages globaux et s'il y a des aménagements qui ont été faits. Dans le cas de Sarah, on a appris qu'il y avait une AESH qui venait que les après-midi, alors que c'est une enfant qui est en difficulté dans les apprentissages et donc que Sarah se retrouvait toute seule pour tous les apprentissages scolaires. L'enseignante insistait sur son sérieux, que c'était une petite fille travailleuse et qui était très volontaire, mais elle se retrouvait seule quand même pour les apprentissages scolaires. Donc après, il y a une réunion de synthèse qui est organisée à mi-parcours. Elle est prévue dès le début du parcours pour que tous les professionnels puissent être présents. Donc c'est une réunion en visio. On invite les médecins, les professionnels libéraux à participer à ce temps de réunion. Et pour la PCO, il y a le médecin, le référent de parcours et s'il y a lieu, la psychologue ou l'assistante sociale. C'est un moment de questionnement par rapport aux hypothèses diagnostiques. Ça permet de recentrer toutes les observations des professionnels. C'est un temps qui dure 45 minutes à peu près en visio. Et donc, on rassemble toutes les observations des professionnels, on avance sur les hypothèses diagnostiques et puis on met à jour les préconisations de soins. Et s'il y a lieu, des démarches pour une éventuelle orientation ou un dossier MDPH pour penser au financement des soins après la PCO, puisque je vous rappelle, c'est que une durée d'un an pour avoir une aide financière pour maintenir les soins. Dans le cas de Sarah, le médecin n'était pas présent à la synthèse et donc on a reçu la famille avec un interprète pour leur donner le retour des éléments qui ont été donnés en synthèse. Les parents peuvent être soit présents en visio au cabinet du médecin pour le temps de synthèse, ou alors on prévoit habituellement une restitution dans le cabinet de leur médecin traitant qui peut être ultérieure à ce temps de visio. Voilà. Alors, le temps de synthèse dans le cas de Sarah, ça a permis de mettre en évidence le décalage sur l'avancée des soignants en cabinet qui avaient mis en place beaucoup d'outils et qui voyaient les progrès de Sarah au quotidien et la non mise en place des aménagements sur le temps scolaire. Donc, ça a permis une coordination pour que l'orthophoniste et l'ergothérapeute se mettent en lien avec l'école pour mettre en place les aménagements. Et puis, il a été convenu de mettre en place un dossier MDPH, enfin de soutenir la famille pour essayer de faire une demande MDPH. Donc, suite à la synthèse, un compte rendu écrit et rédigé est envoyé aux professionnels et à la famille. Et puis avec les préconisations et les démarches à engager. Dans le cas de cette famille-là allophone, on a soutenu les médecins traitants qui étaient des remplaçants pour la rédaction du certificat médical pour le dossier MDPH. On a aussi soutenu la famille dans son rendez-vous avec l'assistante sociale de secteur pour aider à la réalisation du montage du dossier MDPH. Et on a été aussi en lien avec l'enseignante référente qui a été présente à l'équipe éducative et pour qui il y a eu en synthèse le questionnement d'un passage en Ulysse au vu des difficultés et l'équipe enseignante n'était pas en faveur de ce passage en Ulysse. Ils pensaient que la scolarité pouvait être maintenue dans ce sens. Donc on a échangé ensemble et puis l'enseignante référente aussi on avait pu en parler avec la famille. Et donc, en fin de parcours, donc au bout de l'année, on fait aussi un point téléphonique avec la famille pour évoquer la suite du parcours, pour éviter une rupture de soins et comment ils envisagent la suite du parcours après la PCO, le maintien des soins et les éventuelles démarches en cours.
Donc, dans le cas de Sarah, les parents nous ont informé qu'ils n'avaient pas souhaité faire la démarche de l'ULIS, puisque pour eux, ils souhaitaient que l'école les accompagnait bien Sarah, et donc ils souhaitaient continuer dans cette école-là. Donc, on leur a transmis une fiche récapitulative du parcours et un courrier de sortie pour formaliser la fin du parcours. Voilà, en gros. C'est bon pour nous. Merci pour cette présentation. Du coup, je vous invite à ouvrir vos micros et caméras si vous le souhaitez, pour si vous avez des questions à poser. Du coup, peut-être vous pouvez arrêter le partage. Alors déjà, dans le chat, il y en a qui ont demandé s'ils pourraient avoir votre support pour pouvoir le partager dans les équipes. Alors, la plupart des documents sont sur notre page web, hein. Ah, ok. Bon. Donc plutôt aller sur votre site et présenter le site, en fait, enfin, par le biais du site. Ouais. Il y a Ok, beaucoup d'informations et beaucoup de renvois. Par exemple, la page sur les livrets, il y a les liens vers les livrets complets qui sont disponibles en ligne, hein. Donc, super. ça permet d'avoir une information plus complète que celle qu'on propose là. Ouais, parfait. Est-ce que certains ont des questions, du coup? Oui, bonjour. Euh, Bonjour. je suis Claire de Elja, je suis référente pour les troubles du neurodéveloppement au siège de l'ARS à Nantes. Merci, Monsieur Breton, et votre collègue, excusez-moi, je n'ai pas euh, retenu le nom pour cette présentation. Juste une petite précision concernant les PCO, en fait, concernant le diagnostic, parce que vous mentionniez qu'en fait les PCO n'étaient pas, en fait, il n'y avait pas de diagnostic initial qui était posé, c'est pas son objectif, mais néanmoins, le rôle des PCO, c'est vraiment d'orienter vers le diagnostic et de contribuer à faire que ce diagnostic soit posé, pas en interne de la PCO, mais en fait en lien avec les professionnels, les médecins, en fait, pour lequel voilà, l'adressage a été effectué. Voilà, donc ça, c'est important que ce soit précisé parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment la délégation interministérielle insiste vraiment pour que les diagnostics puissent être réalisés et posés pour les familles, même si ce n'est pas un diagnostic qui est, on va dire, pérenne, c'est à tenter. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, euh, mettre en place ces accompagnements ad hoc au regard du diagnostic qui est posé. Oui, oui, tout à fait. Merci, Madame Delzeva, pour votre intervention. Vous avez raison. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur l'intervention précoce dans le sens où c'est pas parce qu'il n'y a pas encore de diagnostic qu'on n'a pas repéré des difficultés qu'on ne peut pas agir dessus. Ça, c'est vraiment le sens premier. Après, effectivement, on avance sur le diagnostic, mais dans la mesure où nous ne voyons pas les enfants ou très ponctuellement pour certains, ce n'est pas nous qui élaborons un diagnostic. C'est bien par les bilans et accompagnements faits par les professionnels qui accompagnent l'enfant en libéral ou en institution parfois, qu'on va, par un échange pluriprofessionnel, pouvoir avancer. Donc on a toujours un diagnostic fonctionnel puisqu'on arrive quand même à avancer sur les retentissements, hein, des troubles sur l'enfant et sur le diagnostic vraiment complet, étiologique, hein. Là, on va parfois arriver à un diagnostic. Parfois, on va plus parler d'hypothèse diagnostique parce qu'en un an, c'est pas toujours possible d'avoir tous les rendez-vous ou d'avoir pu tout finaliser. On va plutôt parler d'hypothèse diagnostique à ce moment-là, mais effectivement, ça fait partie des enjeux et de nos objectifs pour chaque accompagnement. Il y a une question dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous avez accès, je vous la lis peut-être. Oui. Une famille qui est alertée par l'école concernant les comportements de l'enfant. La famille met en place un suivi en psychomotricité en libéral, mais insuffisant pour les besoins du jeune. Dossier MDPH depuis peu suite à une ESS pour une AESH, école en difficulté. La PCO a refusé la prise en charge car il y a eu au même moment une prise en charge avec CMP qui ne fera pas de diagnostic. Pourquoi une fois qu'un jeune est pris en charge avec un CMP près de Nantes, la PCO qui avait été interpellée en même temps que le CMP ne peut pas suivre le même process que présenté? Comme dit précédemment, le CMP ne diagnostique pas, il vaut mieux attendre l'enfant à 7 ans.
Alors, alors, bon, je pense, enfin, c'est difficile là, avec des Ouais. éléments, on n'a pas tous les éléments, mais globalement, quand un établissement de ligne 2 prend en charge un enfant, comme un CMP, effectivement, la prise en charge est déjà là. Nous n'avons pas de médecin pédopsychiatre, par exemple, en mesure de poser un diagnostic, contrairement aux centres médico-psychologiques qui, eux, ont des médecins spécialistes. Donc, je dirais qu'ils sont plus à même que nous de poser un diagnostic là-dessus. Effectivement, on ne vient pas suppléer des accompagnements comment